y a deux façons de gagner de l'argent. Après, il y a plein de modèles. Moi, je vois des personnes, vous savez, qui créent leur SAS pour facturer leur société en dessous avec la management fees. Mais à chaque fois, l'administration peut retoquer. Ceux qui, parce qu'il y en a qui nous regardent, qui veulent devenir millionnaires, voire multimillionnaires, on gagne vraiment de l'argent quand on vend son entreprise et quand on réside à l'étranger au moment de la vente de l'entreprise. D'accord ? Sinon, vous êtes obligé de réinvestir avec la holding dans l'économie française les fruits de la vente de votre entreprise, ou alors il faut payer la flat tax, on paye plein pot et on part avec ce qui nous reste en cash, mais c'est très difficile. En tout cas, la chose qui est réelle, et la plupart des entrepreneurs qui sont partis à l'étranger le voient, quand on goûte au business, à la simplicité, Hong Kong, Dubaï, Singapour, c'est vrai que on se rend compte qu'en France, ou en Espagne aussi, hein, mais c'est vraiment beaucoup de travail pour des centimes. Alors, l'idée en soi, je pense que, et pour avoir regardé vos vidéos, je vous rejoins parfaitement sur cet avis-là, c'est qu'en France, il est encore possible de faire de l'argent. Je parle d'activité. Oui. Finalement, les possibilités sont énormes. Néanmoins, en termes de fiscalité, il est vrai que c'est toujours très difficile. Le régime est dur, même si encore récemment, ils ont baissé l'impôt sur les sociétés, même si on sait qu'avec la SAS, on a le système de la flat tax en fin d'année, mais comment se paye-t-on jusqu'à la flat tax, ou du moins au moment des dividendes? On a toujours une difficulté à ce niveau-là. Je ne recommande pas pour autant de quitter la France. Je considère en tout état de cause qu'il faut absolument avoir un fiscaliste à ses côtés pour une raison simple. C'est le fait d'optimiser à maxima finalement les dépenses qui sont faites dans la boîte, les investissements qui sont réalisés également afin d'en tirer la quintessence de son business. Moi, je dis souvent en France, pour vivre comme un millionnaire, il faut être milliardaire. C'est exact. D'accord, la problématique, elle est là. Et ensuite, tout ce que peuvent espérer les gens, c'est souvent, vous avez des entrepreneurs qui ont des boîtes qui font 20 millions de chiffre d'affaires, mais qui n'ont pas d'argent à titre perso. Ah bah oui, à absolument. titre perso, ils ont 100 000 euros, 150 000, ils galèrent en permanence, ils ne distribuent pas parce que sinon ils payent, ils distribuent un peu. C'est très difficile. Mais en tout cas, moi, je l'ai fait. J'ai eu 92 entreprises en France. J'ai des entreprises à Dubaï. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que quelqu'un qui fait 1 million de chiffre d'affaires, parfois à Dubaï, vit mieux que quelqu'un qui fait 100 millions en France. Je vais l'entendre. C'est dingue, mais sur 1 million, il y en a qui font 800 000 de marge, c'est dans la poche, on fait un virement de sa société à son compte perso et c'est fini, et il n'y a pas toutes les problématiques derrière. De quelle manière vous avez appréhendé votre vente? La vente de Nabab, la franchise. Alors moi j'ai créé plusieurs filiales, plusieurs holdings, et donc des holdings en Suisse, des holdings au Luxembourg, des holdings en Allemagne, c'est des cascades d'holdings qui ont coûté de l'argent. Je suis parti résider au Luxembourg 3 ans avant la vente. D'accord, entendu. Et j'y ai pas résidé que parce que je prévoyais la vente, j'y ai résidé parce que j'avais des problèmes avec le fisc en France, comme 50% des entrepreneurs français. Enfin, vous aviez déjà des difficultés en amont de la session? Moi, j'ai eu mon premier redressement fiscal, j'avais 22 ans. D'accord, on s'est pas entendu, vous savez. C'est ce que je souhaite pas ça aux autres, mais ça veut dire que quand même, voilà. Menottes financières. Voilà, on vous met les menottes financières à 22 ans. Pas parce que j'ai fraudé, j'étais le type le plus honnête au monde, mais parce que le fisc ne connaissait pas le métier du kebab. Vous avez vu le kebab, la viande, elle se consume, elle fond. Il y a 40 à 50% de pertes. Ils ont estimé qu'il y avait 3 à 4%. Donc, redressement, vous avez pris l'argent sur 18 restaurants, parce qu'à 22 ans, j'avais, je crois, 18 restaurants. On peut parler de 10-12 millions de redressements. Terrible. On appelle ça les menottes financières. À partir de là, j'ai appréhendé, j'ai compris le système français. Et donc après, pourtant j'étais honnête et tout ce que je voulais, c'était développer un groupe fier du drapeau français. On va développer Nabab dans le monde entier, on est français, c'est ce que je voulais faire. Et donc après, c'est ce que j'avais fait, me semble-t-il. C'est ce que j'ai fait. Et donc après, avant de vendre, j'ai fait des LBO, donc j'ai refinancé le groupe. Ah voilà, ce qui est encore un mécanisme d'optimisation. Voilà, qui est un mécanisme donc pour qu'il soit toujours endetté. Ce que j'ai appris dans le business vraiment en France, il faut des entreprises en permanence endettées. D'accord ? Quand vous êtes désendetté, déjà vous pouvez vous faire voler votre boîte et on part avec une boîte qui vaut de l'argent. Deuxièmement, vous avez que des contrôles et des redressements. Quand ils viennent et que l'entreprise elle est surendettée, il n'y a rien à redresser. Et pas uniquement cela, finalement. Beaucoup de personnes rachètent, on en parlait tout à l'heure en matière de procédure collective, mais beaucoup de personnes rachètent des sociétés avec du passif parce que c'est un moyen également de s'en sortir en matière de fiscalité. Et j'ai jamais apprécié la façon de faire de l'administration fiscale française. J'ai vu que c'était un peu de la loterie. Moi, une fois, vous savez, j'ai eu un redressement à Marseille, 1 million. On l'a baissé d'1 million, d'accord, à, je crois, 2 ou 3 000 euros. Comment peut-on baisser d'1 million à 2 ou 3 000 ? Ou peut-être que votre avocat fiscaliste a bien fait son travail. Il a bien fait son travail. Mais on peut le remercier. Vous imaginez la marge ? Ouais. La marge d'erreur au départ du contrôleur fiscal qui vient tenter. Absolument. On voit la stratégie. Sur le dossier que j'ai évoqué tout à l'heure pour la société de BTP, on est parti de 800 000 euros, on a fini à 120 000 euros. Voilà, donc l'écart est important, mais après c'est parce qu'ils viennent relever finalement toute difficulté. De manière, comme lorsqu'on provisionne, ils préfèrent en demander beaucoup trop, voilà. Et après revoir à la baisse,
plutôt qu'on n'en ait pas assez. Voilà la politique. Mais vous savez que le recul, maître... Alors qu'en réalité, ils vont mettre à mal un entrepreneur qui finalement produit en France, a des salariés. Donc c'est pas une politique qui est bonne non plus, je vous rejoins. Mais avec le recul, c'est dingue ce que je vais dire. Il y a des gens qui vont dire oui, mais tu critiques la France, mais tu as gagné ton argent en France. Alors non, la France t'a donné ton argent, la France ne donne à personne. Non. Si quelqu'un est au RSA, il restera au RSA. Si quelqu'un ne bosse pas, il bosse pas. Si quelqu'un La bosse, il France bosse. permet de créer. La France permet de créer comme tous les pays permettent de créer. D'accord ? Ça, faut vraiment le savoir. Et donc, le regret que j'ai eu avec le temps, je me dis, mais à quoi ça sert tout ça ? Quand je suis allé au Luxembourg, j'ai eu un contrôle. C'est eux qui m'ont redonné de l'argent. Je me suis retrouvé face à une administration fiscale juste. C'est ce que j'ai aimé dans ce pays. C'est pour ça que j'ai créé des startups dans ce pays. Et quand après, vous allez à Dubaï, c'est encore pire. C'est votre argent. Et vous vous retrouvez dans un écosystème. Vous vous dites, mais merde, c'est un truc de dingue. Je bosse pour moi. Là, j'ai gagné 1 million. Bah, c'est pour moi. Je prends mon million, je vais m'acheter ma Lamborghini, je vais m'acheter mon appartement, c'est pour moi. Je gagne 10 millions, c'est pour moi. Et en fait, à un moment, on prend de la hauteur, on se met à réfléchir, on se dit, attends mince, on est quand même dans un pays où mon argent, c'est pour moi, donc ma sueur, je transpire pour moi et pas pour les autres. Bah, j'ai plus de sécurité que dans les pays où on prend 70% d'impôts. J'ai plus de sécurité, tout va bien. Je paye une mutuelle, parce que les gens ne le savent pas, mais dans ces pays-là, il y a aussi des mutuelles qu'on paye à titre privé. Vous avez la médecine gratuite, hein. Il y a de la sécurité, on ne peut pas me voler mon appartement, on ne peut pas me voler mes biens. Et en fait, on se retrouve que, on se dit, on est dans un système juste. Enfin, quelqu'un comme moi, j'estime qu'on est dans un système juste. Parce que le système, la politique, le système au niveau de l'administration ne coûte pas cher, puisqu'il est rigoureux et il n'y a pas de laxisme. Vous savez, il y a un moment donné, quand vous mettez une pancarte dans un pays, vous dites, si vous volez quelque chose, c'est 10 ans de prison. Vous savez ce qui se passe ? Les gens, ils ne veulent plus. Oui. Il n'y a plus besoin de juge, il n'y a plus besoin d'avocat. Moi, je pense que la fiscalité, oui. L'optimisation, oui également, mais surtout tâcher de légiférer dans un sens où on viendrait tout de même donner aux chefs d'entreprise une plus grande appétence à aller chercher plus de profit en l'allégeant sur la fiscalité qui va être impactée sur sa société ou autant à titre personnel. Vous savez, à un moment donné, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je me suis retrouvé chez des restaurants, ils ferment à 22h. Je dis, pourquoi vous fermez à 22h ? Il me dit, de toute façon, si on travaille plus, on donne tout aux impôts, Ouais. Je ne veux pas dépasser ma tranche. Tout à fait. Et à un moment donné... Après, c'est une politique. Hein. C'est une politique, c'est comme un salarié. Les heures sup, ils sont taxés, mais pourquoi ? Si quelqu'un a envie de travailler 90 heures par semaine, il a envie de gagner de l'argent. On a l'impression que tout est fait pour que les Ça personnes me fait puissent penser pas s'enrichir. à ce dont on parlait pour le boulanger qui a ouvert le jour férié, alors que maintenant ils veulent faire travailler deux jours fériés. Bon ça c'est des prises de position politiques en soi. C'est vrai qu'en France on donne pas, j'ai l'impression qu'on donne pas l'envie de travailler, ou du moins lorsque certains se donnent corps et âme à leur travail, ils se sentent pas être dans une situation qui est viable dans la mesure où derrière ils sont trop impactés par l'URSSAF, par l'imposition qui en découle. Donc j'ai envie de dire, pour finir cette vidéo qui est extrêmement enrichissante, vivez dans le pays qui répond à vos ambitions.